Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Deuxième top 10 de la saison et deuxième top 10 qui va pas être le plus sympathique. C'est le top 10 des moments énervants de la saison 2022, des moments que j'ai trouvé énervants pour telle ou telle raison sur la saison 2022. Comme d'habitude, 10 événements, mais il y aura également des mentions déshonorables. C'est un top 10, donc pour clôturer cette fin de saison, cette suite des top 10 après le top 10 des Bleus, cette semaine, le top 10 des moments énervant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'oubliez pas également Piste Verte, l'émission sur les sports d'hiver qui commence à prendre son rythme de croisière. N'oubliez pas également la vidéo sur la présentation du Tour de France cette semaine. Et puis, il y aura bientôt la Coupe du Monde qui va arriver très vite, avec également pas mal de vidéos pendant cette Coupe du Monde de 2022 de football. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié tel ou tel élément. Et puis, on commence tout de suite avec le top 10 des moments énervants de la saison. À la 10e place, la Bretagne classique. Pourquoi la Bretagne classique? C'est l'affaire en fait autour de la Bretagne classique. Et oui, pour ceux qui n'ont pas suivi ça lors du mois d'août, c'est que la Bretagne classique a dû changer de parcours la veille du départ, car par exemple les coureurs se sont énervés sur le fait qu'il y ait des chemins de gravel qui étaient plutôt dans un bon état, c'est ribines bretons, parce qu'ils sont plutôt dans des très bons états, les ribines bretons, et que ça dénaturait cette course et qu'ils ne voulaient pas de ces chemins, ces ribines pour cette course. Bon, qui nous a donné un parcours déjà qui a perdu un petit peu de son intérêt parce que la Bretagne classique, les 2-3 secteurs de Ribine, ça donne toujours un petit peu d'intérêt. Et est-ce que ça a favorisé les sprinteurs? Non. Est-ce que ça a favorisé les grimpeurs? Non plus. Au final, on a eu plutôt des coureurs de classiques qui ont pris le top 10. Je pense notamment à du Van Aert, à du Arnaud Delis, même Axel Laurence, Guermeil, par exemple Oliver Nezen dans le top 10. Donc c'est vraiment faire chier un organisateur qui se bat pour cette course. Et je rappelle, c'est une course organisée par Ouest France, c'est pas ASO qui est derrière la Bretagne classique. Emmerder un organisateur alors que c'était même pas dangereux en termes de sécurité, alors que c'est bizarre. Mais quand on a la Croix Race, quand on a le Tour de Turquie, quand on a même le Tour de Burgos, on en entend beaucoup moins parler de la part des coureurs. Alors oui, peut-être que les chemins de gravel, ça ne leur plaît pas. Après, de là à dire qu'il y avait des soucis de sécurité sur ce parcours de la Bretagne classique, j'ai vu les secteurs en photo, pour tout vous dire. Non, faut quand même pas déconner. À un moment, ce sont des cyclistes professionnels, ils doivent savoir utiliser un vélo et on a instauré des secteurs de gravel maintenant dans pas mal de courses. Donc maintenant, il faut savoir maîtriser également cet aspect-là de la course. Je pense que ça a un petit peu nuit à la course, qui aurait pu nous donner un parcours un peu plus alléchant. Et ça a donné des nœuds à la tête à l'organisateur. Et c'est là aussi où on s'aperçoit avec cette affaire de la Bretagne classique qu'il y a un deux poids deux mesures qui est assez énervant avec certains organisateurs de courses, c'est que j'ai l'impression que du côté de l'UCI, les gros organisateurs, on n'y touche pas. Par contre, les organisateurs, les mecs qui font une course dans l'année, qui payent peut-être moins cher que d'autres, et ça ne gêne absolument pas qu'on leur tape dessus, parce que l'UCI n'a absolument pas défendu l'organisateur de la Bretagne classique. Bon, voilà. Et je trouve qu'il y a même peu de gens qui ont défendu l'organisation de la Bretagne classique. C'est dommage parce que cette Bretagne classique, ça fait, le Grand Prix de Flouet, qui est maintenant devenu la Bretagne classique, ça fait partie des courses majeures, françaises. Ça fait partie des courses importantes en France, et on est en train de dégoûter certains organisateurs de faire des courses, tout simplement. Alors que pour moi, le parcours n'était pas dangereux du côté de la Bretagne classique. Donc il y a un moment, faut arrêter, et je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures avec certaines épreuves. Et la Bretagne classique, ça m'énerve un petit peu parce que c'est une épreuve qui est au World Tour depuis très longtemps. Je crois que dès la première édition, elle était dans le Pro Tour en 2005. Donc c'est une épreuve qui fait partie des courses de première division depuis très très longtemps,
qui est une course majeure du calendrier féminin également. Et voilà, on embête l'organisateur qui fait son maximum. À un jour du départ, on l'emmerde à changer le départ de la course. Donc ça m'a énervé énormément. Surtout que j'aimerais aussi que les coureurs se mobilisent face à des organisateurs plus importants. Numéro 9, Israël. Alors Israël, sur l'affaire des points UCI. Il n'y a pas que Israël qui est dans cette affaire-là. Vous avez également le co-sponsor de la Loto, Destiny. Vous avez également Jonathan Vaughters et EF Education. C'est incroyable comment des équipes ne connaissent pas le règlement. On est quand même en première division. Le règlement n'a pas changé au mois de janvier de cette année. Et le règlement, il a été actif en 2018. On l'a mis en place, on en a parlé à Innsbruck. Il a été mis en place pour la section 2020-2022, en sachant qu'il y avait une discussion qui avait été mise en place à travers les équipes pour savoir si on aurait, si on avait un changement, si on prenait en compte 2020 ou on ne prenait pas en compte 2020. Les équipes ont décidé qu'on prenait en compte 2020. Bon. Qui était une année atypique parce que 2020, on a eu grosso modo une moitié de calendrier en 2020, même un peu moins qu'une moitié de calendrier. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'une équipe comme Israël nous dise « Oh là là, ce règlement est catastrophique » à 2 mois de la fin de saison, alors que Israël était déjà en mauvaise posture quand même en début de saison. C'est incroyable que ces équipes-là, que ce soit Israël, que ce soit EF, que ce soit le co-sponsor Destiny, nous disent oui, c'est terrible pour l'impact économique. Ils comparent ça avec le football. On n'est pas sur des changements année par année. On est sur des cycles de 3 ans. Je pense que des cycles de 3 ans, on voit des co-sponsors qui parfois partent au bout d'1 an. Je pense notamment à Drew Hooper avec Androni Giocattoli. Donc on est quand même sur des cycles longs, 3 ans. On ne prend pas qu'une seule année, on prend 3 ans. Je pense que si tu as des bons résultats, tu n'as pas de problème. C'est pas une question de budget en plus. Regardez Intermarché, budget plus petit qu'Israël, ils s'en sont mieux sortis. Si Israël n'est pas resté en World Tour, c'est à cause d'un effectif avec un âge canonique, des mauvais choix de recrutement, notamment Christopher Froome, et je l'avais dit, c'était un choix de recrutement très risqué. Beaucoup de coureurs qui n'ont pas réussi à être à leur niveau dans cette équipe. Je pense aussi à Nizzolo, par exemple, du côté des sprinters. Et une équipe qui n'a pas assez fait confiance aux jeunes coureurs. Que ça soit les jeunes coureurs israéliens, mais que ça soit également les coureurs qu'ils ont amenés au World Tour. Je pense à un Hugo Hofstetter, par exemple. Je pense à un Pierre Barbier, qu'ils ont sous-utilisé énormément en faisant confiance seulement à leurs stars. Je trouve ça incroyable aussi de la part du co-sponsor de la Loto. Le co-sponsor de la Loto a quand même dit, si j'avais su, grosso modo, je serais pas venu, j'aurais pas demandé à être co-sponsor pour l'année d'après. Alors déjà, la Loto, ça changera pas grand-chose. Ils seront présents sur toutes les grandes courses. La Loto, ils auront les wildcards pour 2023, donc ça change pas grand-chose pour eux pour 2023. Alors après, il faudra qu'ils fassent une bonne saison 2023-2024 pour revenir en World Tour en 2026. Mais surtout, ils étaient 20e en début de saison. Donc, il fallait juste s'informer sur le règlement. Ils étaient 20e. Ils ont fini 19e. Ils ont même fait une pas mauvaise saison parce qu'ils sont sur une saison à plus de 6000 points quand même. Loto, à part sur les grands tours, ils se sont un peu foirés. Sinon, sur le reste, ils font une très grosse saison, notamment avec Arnaud Delis. Dire, si j'avais su, je serais pas venu, bah oui, mais tu devais le savoir. Enfin, quand tu t'engages dans un sport, tu dois connaître le règlement. Je trouve que c'est d'une stupidité assez affreuse. Et puis EF à Jonathan Vaughters qui nous dit oui, ça va être une catastrophe pour l'économie du cyclisme. C'est ce que nous disait un petit peu Oleg Tinkoff, quoi. À un moment qu'il fallait tout révolutionner. Là, on tente des choses. Moi, je pense surtout que EF qui dit on mise sur les grandes courses. Alors, c'est bien de miser sur les grandes courses de la passe de EF. Il faudrait également miser sur un bel effectif. Enfin, je veux pas être méchant, mais l'effectif de EF, heureusement qu'il y a Magnus Cort Nielsen quand même. T'as quand même une équipe qui est vieillissante. On est sur le même problème que Israël. Tu mises sur Rigoberto Urán. Tu perds tous les bons coureurs jeunes que tu as eu dans ton effectif, tu les perds.
Je pense notamment à Higuita, qui est l'exemple type d'un coureur qui a été trouvé par EF en Amérique du Sud et qui aujourd'hui performe à la Bora. Là aussi, ça montre que tu as eu des problèmes avec Jonathan Vaughters. Je pense à d'autres coureurs qui ont commencé à performer quand ils ont quitté EF. Le fait également que cette équipe n'ait pas de sprinter, on sait qu'un sprinter ça aide en termes de points, et le fait qu'ils ont un effectif qui est pas top, et ça va être encore pire l'année prochaine parce que l'effectif de F sera pas foufou l'année prochaine. C'est pas un effectif de première qualité quoi. Mais ça fait un petit peu mauvais pardon de la part de ces équipes-là quand tu vois Israël qui veut lancer son propre grand tour, quand tu vois Destiny qui dit « je serais pas venu si j'avais su ça », de la Lotto qui s'est plaint plusieurs fois du règlement et des coureurs de la Lotto qui se sont plaints plusieurs fois de ce règlement, EF pareil. C'est bizarre, ces mecs-là ils se plaignaient pas en 2018 quand on en a parlé à Innsbruck et même après. Personne ne s'est plaint de la mise en place de ce règlement. Ça a fait marrer, c'est que par exemple chez Arkea ils ont dit on a eu le tableau affiché dès 2020, le tableau des points à chaque course, et ils disaient en 2020 aucun coureur s'y intéressait et là cette année tout le monde s'y intéressait avec le tableau. Et ben c'est ça, c'est que Israël, Destiny et EF il aurait fallu y penser dès 2020 que ça allait être compliqué. Et par exemple l'exemple de Lotto c'est qu'ils misent sur un seul coureur qui était Caleb Ewan. Si ton coureur se plante, c'est une catastrophe. Le Caleb Ewan n'a pas été très bon. T'as un effectif qui était pas fou quand même. L'effectif de la Lotto était pas dingue, donc ça allait être compliqué pour rester en World Tour. Bon, c'est assez exceptionnel que. Enfin, c'est pas un règlement qui date. On a décidé, tu vois, d'un commun accord en 2020 pendant la Covid de dire on va faire un règlement comme ça. Non, il a été mis en place bien avant. Donc ça m'a énervé énormément. On passe au classement numéro 8 des 10 moments qui m'ont énervé sur la saison 2022. L'affaire 8, l'affaire Miguel Ángel López. Je résume l'affaire Miguel Ángel López. Miguel Ángel López se fait arrêter, se fait contrôler et arrêter par la police espagnole à son atterrissage en Espagne juste avant la Vuelta, enfin pas très longtemps avant la Vuelta. Avec pas d'autres informations et tout de suite il y a une affaire Miguel Ángel López qui se met en place dans les médias avec il serait accusé de dopage parce qu'il aurait des contacts avec tel médecin qui est pas très net, parce qu'il est chez Astana, parce que telle ou telle chose, mais que sur de la suspicion. Ce qui était assez intéressant de voir avec l'affaire Miguel Ángel López, c'est que personne n'a essayé de contacter Miguel Ángel López. Personne n'a essayé de contacter ce médecin espagnol. Personne n'a essayé d'avoir des contacts avec la police espagnole. En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu es cycliste et que tu te fais arrêter par les flics, forcément ça sera du dopage. Et ça, c'est un peu terrible. Et c'est un peu le problème du cyclisme depuis 25 ans, depuis l'affaire Festina. Cette suspicion qui serait presque de dire il n'y a pas de dopage en d'autres sports en plus. C'est-à-dire qu'un tennisman qui se fait arrêter, par exemple Nadal se fait arrêter en sortant, enfin je pense à Nadal parce qu'il y a eu la vidéo qu'on a fait sur Nadal, mais je pense à Nadal, je pense à Federer par exemple se fait arrêter à la sortie de l'avion. Personne ne se dit si c'est un tennisman ou d'autres sports, c'est du dopage. Tout de suite, police, cyclisme, dopage. Alors que sur l'affaire Miguel Ángel López, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est sur une affaire qui est basée sur rien. C'est juste les médias qui n'ont pas fait du bon travail journalistique, parce que c'est aussi la faillite des médias, mais parce que du côté des médias aujourd'hui, on est à la recherche du scoop. On n'est plus à la recherche de la vérité, on est à la recherche du scoop. C'est-à-dire on veut faire l'info qui fasse plus d'audience que son adversaire. C'est ça l'objectif. Et on essaye d'aller de plus en plus vite. Sauf qu'en allant vite, on se précipite et on fait des conneries. On ne fait plus les actions de vérification. Et c'est le gros problème du journalisme actuellement, c'est qu'on est à la course à l'échalote, un petit peu, à celui qui sortira l'info le plus vite que l'autre, à celui qui sortira le scoop le plus gros que celui de son adversaire, et on ne vérifie pas l'info. Et sur l'affaire Miguel Ángel López, c'est les médias qui se sont fait avoir, mais comme sur Benoît Cosnefroy, pareil.
Benoît Cosnefroy qui est avec un plâtre, c'est un faux plâtre, enterrement de vie de garçon, qui dit j'ai le bras cassé. Ça monte en fil en aiguille, tu sais que il a pas fait gaffe et que ça va être compliqué pour Benoît Cosnefroy. Alors que, bah non, il s'était pas pété le bras. Et s'ils avaient appelé AG2R, ils l'auraient su. S'ils avaient appelé peut-être directement des potes de Cosnefroy, ils l'auraient su. Il faut faire attention déjà à ce qui est dit sur les réseaux sociaux par les coureurs, parce que moi aussi je peux dire ah, Chris Froome est dopé. J'ai aucune légitimité pour le dire, j'ai aucune info pour le dire. Mais surtout sur les raccourcis qu'on peut faire et sur l'affaire Miguel André Lopez, c'est vraiment des raccourcis qui arrivent à Miguel André Lopez dopage alors qu'il n'y a rien. C'est juste un contrôle de bagage. Il s'est quand même fait suspendre 2 semaines par Astana sur rien aussi. Mais là encore, on peut dire Astana, ils veulent pas avoir de problème avec ils ont déjà une mauvaise réputation au niveau dopage, donc on peut se dire ils veulent pas avoir de problème sur les affaires de dopage, mais c'est assez exceptionnel cette affaire, comment elle est basée sur rien. Juste les médias espagnols du cyclisme qui se sont emballés sur que dalle et qui n'ont pas fait du bon travail journalistique, je trouve, sur cette affaire, et ça m'énerve, mais c'est le problème. Je pense notamment à l'affaire Garrido. Si on sort du spectre du cyclisme, l'affaire Garrido, personne n'a vérifié. C'est-à-dire que tout le monde, le journaliste du Point qui a sorti cette info, il s'est fié à Jean-Christophe Lagarde, sans réfléchir que qui est Jean-Christophe Lagarde par rapport à Garrido, c'était l'adversaire numéro 1 de Garrido. Et on sait comment ça se passe en politique, et on sait comment est Jean-Christophe Lagarde, c'est quand même un mec qui avait déjà des casseroles au cul avant l'affaire Garrido. Sauf que le mec du Point se dit oh, je vais avoir un gros scoop, tu vois, sur des gens qui sont un petit peu bankable. Ça va me faire, ça va me faire un gros scoop, un gros buzz. Je vais me faire connaître grâce à ça. Raté pour toi parce que tu t'es fait virer du journal Le Point. Je pense que ta carrière est cramée et que ça a eu des conséquences également du côté du journal Le Point, parce que même le directeur de la rédaction a sauté avec cette affaire. Il faut prendre le temps de vérifier. Et aujourd'hui, dans le journalisme, on ne prend plus le temps de vérifier parce qu'on a la pression des délais qui sont énormes, et ce qui fait que les mecs font des erreurs. Et comme on va aller de plus en plus vite, mais en mettant de moins en moins de journalistes sur les enquêtes, forcément, au bout d'un moment, ça se passe très très mal. On passe donc et sur l'affaire Garrido Corbière, qui avait soi-disant une femme de chambre qui était esclave. Oui, le problème c'est que c'est l'adversaire numéro 1 qui te dit de ça. Donc, forcément, tu dois te méfier. Mais c'est pareil avec l'affaire en ce moment du maire de Saint-Étienne. Enfin, bon, il y a un moment, faut faire attention sur les infos qui sortent, et les journalistes devraient être plus précautionneux. Mais pour être précautionneux, il faut prendre le temps. Quand tu prends pas le temps, tu peux pas le faire. On passe tout de suite à l'enquête à la place numéro 7 sur le top 10 des moments les plus énervants de la saison. C'est une vidéo très sympathique pour moi parce que je vais monter à 25 de tension. Un moment, je pense que beaucoup attendent. Le numéro 7, peut-être que certains l'attendaient un petit peu plus haut, mais les manifs sur le Tour de France. Et oui, c'est un des moments qui m'a énormément énervé. C'est les manifestations sur le Tour de France. Ces manifestations avec 4 pécores, 10 pécores, qui se disent tiens, on va se foutre au milieu de la route, bloquer une course cycliste pour parler de l'écologie. Qui n'est absolument pas le lieu et l'endroit. Et est-ce qu'on va faire des propositions ? Non. Est-ce qu'on va critiquer le Tour de France à part dire ah, le Tour de France ça pollue ? Non. Et pourtant on peut critiquer le Tour de France. Par exemple, on peut critiquer le départ au Danemark, on peut critiquer le nombre de voitures invitées, on peut critiquer on pourrait dire presque tout le Barnum. Certains pourraient critiquer ça au niveau écologique. Des parcours qui ne sont pas toujours très intelligents, notamment sur les phases sur les étapes de repos, l'utilisation de bus hautement technologiques mais qui coûtent cher et qui consomment de l'énergie. On pourrait critiquer. Sauf que, en fait, non, on dit juste ça pollue, mais
Ah, ça serait con de réfléchir, ça serait con de donner des informations. Ça m'a énervé. Ça m'énerve également parce que toutes ces associations-là n'essayent pas de travailler d'un commun accord, enfin d'essayer de travailler avec ASO, d'essayer de proposer des choses à ASO, de proposer des documents à ASO pour dire, bah tiens, on pourrait éviter de faire ça, on pourrait éviter de faire autre chose, on pourrait éviter de faire plein de choses. Et ce qui fait qu'on a eu des manifestations pendant ce Tour de France qui auraient pu être dangereuses pour les coureurs. Je pense notamment, c'était, alors je ne sais plus lequel, c'est un coureur qui était en échappée, un Italien qui était dans une échappée qui passe comme ça entre les mecs de la manifestation à l'avant de la course. Enfin, on aurait pu avoir une catastrophe. Pour moi, c'est pas le lieu. Ça a pourri peut-être l'étape de certains coureurs qui ont pas vu les coureurs au bon moment. Enfin voilà, ça a pourri l'expérience de certaines personnes qui ont déjà pas passé une année facile, et c'est parfois le Tour de France. Encore une fois, je dis, c'est l'un des rares événements qui est gratuit et où on te donne des choses en plus. Donc c'est un événement qui est plus qu'un événement sportif, c'est un événement qui est au-delà du sportif, c'est un événement des vacances. Voilà, il y a des gens qui se disent c'est peut-être le seul moment de vacances qu'ils auront de l'année, le seul moment de détente qu'ils auront de l'année. On leur a enlevé ce moment-là à un moment avec cette manifestation qui a nui à l'ambiance festive du Tour de France. Et pourquoi je le mets qu'en 7e position ? Dites-le moi vraiment dans les commentaires. Si je vous en avais pas reparlé le 21... Enfin, là j'enregistre, nous sommes le 21 octobre 2022. Donc la vidéo, je pense, sera en ligne en novembre. Si je vous en avais pas parlé maintenant, est-ce que vous vous en seriez souvenu ? Non. Parce qu'on est dans une société où ce genre d'opération coup de poing, il y en a maintenant tous les jours. Ça a commencé avec les Femen. La première fois que les Femen ont montré leur sein, on a tous dit « Ah, ça a fait réagir pendant au moins 10 jours, 15 jours. » Maintenant, les Femen montrent leur nichon. Tout le monde s'en fout parce qu'elles l'ont fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Pareil. Parce que ce genre d'opération coup de poing, ça arrive tous les jours. Là, il y a encore quelques jours, on a foutu de la sauce tomate sur les tournesols de Van Gogh. Voilà. Et encore une fois, ces opérations où tu as des mecs en ce moment dans les supermarchés, j'ai vu ça en Grande-Bretagne, dans d'autres endroits, qui décident de gâcher du lait. Voilà. C'est déjà souvent ces opérations, il n'y a aucune réflexion derrière. C'est juste pour faire le buzz. Et on est dans une société où maintenant l'objectif de beaucoup est de faire le buzz. Et je trouve ça un peu triste. Et ces manifestations du Tour de France, si je vous en parlais pas, vous vous en souvenez plus, est-ce que ça a fait avancer la réflexion autour de l'écologie sur le Tour de France ? Non. Absolument pas. Est-ce que ça a fait avancer la réflexion sur l'écologie pendant la Vuelta ? Non plus. Parce que tout le monde, dès qu'il y avait la Vuelta, tout le monde l'a oublié. Et pourtant, pendant la Vuelta, on peut parler d'écologie, mais je me souviens notamment on parlait des phases entre les étapes pendant les journées de repos. Parfois, il y a eu 700 km à faire, que tout le matériel a fait 700 bornes pour rien, juste traverser l'Espagne. Et je me souviens notamment de cette image. C'est un journaliste d'Eurosport qui avait montré ça en disant « Ah, regardez, au bout de 700 km, c'est important de bien nettoyer le bus de l'équipe alors qu'on était dans une phase de pénurie d'eau, notamment en France. Donc ça n'a absolument pas fait changer les mentalités. Donc ça n'a servi à rien. Autant pas faire chier les gens et essayer d'être plus intelligent la prochaine fois que vous voulez faire une opération coup de poing. Parce que là, ça n'a servi strictement à rien. Ça n'a absolument pas fait changer les choses. Donc comme j'en avais parlé déjà au moment du Tour de France, et que j'avais dit qu'on certainement ne s'en souviendrait pas dans 2 mois ou 3 mois, j'ai l'impression que j'avais pas tellement tort là-dessus. On passe tout de suite à la position numéro 6. Position numéro 6, l'affaire Clean Proof. Alors, qu'est-ce que l'affaire Clean Proof ? C'est une affaire qui concerne l'équipe du FC Porto, W52 FC Porto, une équipe portugaise. Dopage organisé dans cette équipe portugaise, tous les coureurs sont impliqués et avec en plus des décisions de la part de la fédération portugaise. On a laissé courir les mecs notamment pendant le Tour du Portugal ou pendant des courses avant
sur certaines courses, alors que on savait qu'il y aurait déjà une suspension qui était prévue, ou parfois on les a mis hors course alors qu'ils avaient des maillots de leader. Pourquoi ça m'énerve l'affaire Clean Proof? Parce qu'on parlait de l'affaire Miguel André Lopez précédemment, mais l'affaire Clean Proof, elle donne du grain à moudre, de l'eau au moulin, à tous les gens qui disent cyclisme égale dopage. Enfin voilà, c'est totalement ça, ce type d'affaire, et que ça m'énerve parce que on s'aperçoit que le dopage organisé est toujours faisable, et que, comme l'affaire Quintana, parce qu'on peut aussi prendre en compte l'affaire Quintana, où vous avez un mec qui fait 5e du Tour de France, derrière qui est disqualifié, qui peut toujours courir derrière, parce qu'en plus, il y a des soucis de réglementation au niveau du dopage qui ne sont absolument pas clairs. On en avait déjà parlé également du côté de Rafael Nadal, avec des règlements qui s'appliquent à un sport qui ne s'appliquent pas à un autre sport, des pénalités qui s'appliquent à une molécule mais pas à d'autres, ce qui fait que ça devient illisible pour le grand public. Et l'affaire Clean Proof, ce qui m'énerve, c'est qu'on les a laissés courir trop longtemps. Ça m'énerve parce que ça veut dire que dans le cyclisme portugais, ça s'est toujours pas vraiment assaini. Ça va mettre des doutes sur tous les cyclistes portugais, que ça soit Joao Almeida, mais également celui qui a fini, j'ai encore oublié son nom, celui qui a fini 2e des championnats du monde junior, qui a fait une course de malade. Ça va mettre des doutes sur ses performances. Le cyclisme portugais qui est énormément touché par le dopage. C'est encore un pays qui est beaucoup touché par le dopage. C'est peut-être l'un des derniers gros pays d'Europe de l'Ouest qui est énormément touché par le dopage. C'est-à-dire que le nombre de cas de dopage au Portugal est énorme. Et je sais pas s'il y a beaucoup plus de contrôle qu'en France, mais pour avoir un taux de mecs dopés aussi important, c'est assez impressionnant. Mais l'affaire Clean Proof, alors certes, peut-être que les gens n'ont pas vu, mais ça donne du grain à moudre aux anticyclismes, alors que c'est pas comme s'il y avait 25 Kenyans qui s'étaient fait contrôler depuis juillet en athlétisme. Voilà. Et ça, c'est la vérité. Alors nous faire croire qu'il y a du dopage que dans le cyclisme, non. Mais ça m'énerve parce que y en a encore. Il y en a encore et qu'on n'a pas tout assaini. Et que je trouve que l'UCI ne fait pas assez au niveau de la réglementation, qu'elle n'essaye pas, que l'Agence mondiale antidopage là aussi ne travaille pas toujours très bien, surtout au niveau des règlements, et que cette affaire Clean Proof, les mecs auraient dû être mis en dehors des courses bien plus tôt. L'affaire Clean Proof, elle commence au mois de mai. Comment ça se fait qu'il y a des mecs de cette équipe qui couraient toujours en juillet, alors qu'on savait que c'était du dopage organisé dès le départ? C'est pas normal. On aurait dû les mettre hors course, beaucoup plus tôt. En sachant qu'en plus, ça m'énerve, c'est que le FC Porto au niveau du football a déjà été impliqué dans des affaires de dopage. Donc, on aurait pu peut-être s'en apercevoir un peu avant. Peut-être qu'on a été un peu trop laxiste avec cette équipe, qui faisait des belles performances, notamment je me souviens de performances sur le Tour du Limousin de cette équipe du FC Porto, certaines années. Peut-être qu'on aurait dû un peu plus surveiller. Alors certains vont dire oui, c'est bien parce que ça montre que les contrôles fonctionnent. Oui, mais cette équipe a couru pendant 3 ans, on ne sait pas le nombre de courses qu'elle a remportées en ayant utilisé des produits dopants. Donc voilà, c'est énervant et puis Quintana c'est pareil. Parce que c'est la deuxième affaire Quintana en soi, et que c'est un coureur qui se fait une mauvaise c'est un coureur qui était sympathique mais qui se fait une mauvaise réputation, et maintenant on va avoir des doutes sur chacune de ses performances parce qu'on ne saura pas s'il a pris un produit ou non. Et que ce problème de réglementation où le mec est disqualifié mais aurait pu courir la Vuelta après, qui était un mois après le Tour de France, c'est pas normal là aussi. Donc c'est assez énervant que sur une affaire comme Quintana il n'y ait pas de suspension. Voilà. On passe tout de suite au numéro 5. Position numéro 5 qui, je pense, va être un peu contestée. Le Tour de France féminin. Pourquoi le Tour de France féminin ? Eh bien, c'est toutes ces réactions de type « Oh, c'est déjà bien,
Vous voyez, c'est vraiment une belle réussite ce Tour de France féminin. Oh là là, c'est super pour le cyclisme féminin. J'ai eu l'impression avec le Tour de France féminin que le cyclisme féminin, pour beaucoup de suiveurs, ça y est, on avait atteint c'était réussi. Voilà, le cyclisme féminin était l'égal des hommes. Ça y est, le travail était terminé. Ça y est, c'est bon, on a tout réussi. On est encore loin, et je dis bien encore très loin, d'une réussite. Il y a plusieurs choses qui m'ont énervé sur le Tour de France féminin. Je vais commencer dans l'ordre avec Jeannie Longo. Je comprends même pas comment l'organisation du Tour de France a pu penser à Jeannie Longo. C'est comme si tu invitais Lance Armstrong au départ du Tour de France. Déjà, en termes de dopage. Elle n'a absolument pas aidé à médiatiser le cyclisme féminin. Elle s'est médiatisée elle-même. Ça, c'est sûr que Jeannie Longo, on la voyait tout le temps. Moi, je la voyais dans le journal de 13 heures de Pernod. Enfin, tu la voyais assez souvent, Jeannie Longo. Mais est-ce qu'elle a médiatisé le cyclisme féminin? Non. Elle a médiatisé sa personne. Un nombre de filles ont couru à la même époque que Jeannie Longo, mais n'ont pas eu la médiatisation espérée. Voire, elles se sont fait damer le pion par Jeannie Longo, qui était capable des manœuvres les plus pourraves pour passer devant des filles qui étaient plus jeunes, pour obtenir sa sélection dans l'équipe de France et ensuite pleurer en disant je suis en deux. Enfin, on m'aime pas du côté de la sélection française. En même temps, tu es complètement en dehors des clous. Tu courais 2 fois par an, ma cocotte. Enfin, il faut dire la vérité. Comment voulez-vous qu'on te sélectionne alors que tu cours 2 fois par an? C'était ça, Jeannie Longo. Parce que Jeannie Longo, c'était un peu à la Yann Ulrich, hein. C'est-à-dire qu'elle courait 3 fois dans l'année, et puis ça y est, la saison était terminée. Ce qui m'a énervé en plus avec ce Tour de France féminin, donc déjà Jeannie Longo, je comprends pas comment on a pu l'inviter, comment on a pu en faire la marraine de cette édition du Tour de France féminin, alors que beaucoup de cyclistes françaises, je pense à Pauline Ferrand-Prévot en particulier, se sont plaints assez souvent de Jeannie Longo et de ce qu'elle avait fait, et qu'elle avait participé au fait que le cyclisme féminin soit pas médiatisé. Et surtout, on l'a laissé déblatérer pendant 10 ans, pendant toute la journée en disant c'est moi qui ai inventé les équipes professionnelles de cyclisme féminin, c'est moi qui ai fait le maximum sur le cyclisme féminin. T'as rien fait, cocotte. Le cyclisme professionnel féminin, Marianne Foss a fait beaucoup plus que toi. Léonie Van Der Sel a fait beaucoup plus de toi. Donc ferme-la et regarde celles qui font vraiment le job, celles qui ont, comme Marianne Vos, fait des pétitions pour avoir le Tour de France féminin. Et à ta place, je fermerai ma gueule. Mais en plus, sur ce Tour de France féminin, on a eu également, bon, ça je l'avais dit, un parcours qui pour moi n'était pas un parcours de Tour de France. C'est-à-dire, je veux bien qu'on me dise, c'est le Tour de France. Un Tour de France qui dure 8 jours, c'est pas un Tour de France. Voilà. C'est le Tour de France le plus court de l'histoire. Parce qu'il est plus court que le premier Tour de France qui durait pas 8 jours, hein, en 1903. C'était pas une course, c'était pas un grand tour. On a vu une course, tu m'aurais dit, c'est Paris-Nice, tu m'aurais dit, c'est le Critérium du Dauphiné, je te dis aucun problème. Là, on n'a pas eu une course d'une semaine. Mais en même temps, quand tu vois le taux d'abandon et de filles qui ont fini hors délai, tu te dis, mais heureusement qu'on n'a pas fait 15 jours, elles auraient fini à 5. Ce qui montre, là encore, le travail qu'on a à faire pour que ces filles-là deviennent encore plus professionnelles, mais pour qu'elles deviennent encore plus professionnelles, il faut qu'elles soient beaucoup plus... faut qu'elles gagnent mieux leur vie, ça c'est clair et net. Il faut que toutes les filles qui participent au Tour de France gagnent leur vie, ce qui n'est pas le cas sur l'édition 2022. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre des équipes, autant d'équipes de deuxième division? Je ne suis pas sûr. Parce que ça a donné une course vraiment, on a eu vraiment le sentiment d'un cyclisme à 2 vitesses, hein, au niveau du cyclisme féminin. Et en même temps, quand tu dis ça, c'est ça qui est terrible maintenant, ou quand tu critiques les filles qui tombent, on te traite de macho. Alors certes, il y a des mecs qui ont eu des réflexions, notamment sur l'étape de Provins, en disant et les gonzesses, elles savent pas tenir un vélo, hein. Ça, c'est comme les gonzesses qui savent pas faire un créneau, hein. On dirait Philippe Lucas quand je fais ça. Mais en même temps, quand tu dis sincèrement que à des moments, et ce qui est tout à fait normal quand tu as des filles qui ne courent pas toute l'année,
quand tu as des filles qui viennent du duathlon, il y a eu des filles qui ont eu un comportement sur le vélo, tu te demandais ce qu'elles foutaient là. Je pense notamment Mavi Garcia qui a fait des erreurs qui étaient énormes à ce niveau de la compétition. Et on parle d'une fille, Mavi Garcia, qui fait partie des 20 meilleures coureuses du monde. On parle pas de n'importe qui en plus. Et bah tout de suite tu te prends dans la gueule, ah vous êtes macho. Non, on se base sur des faits. Ça on l'a jamais vu dans le cyclisme masculin. Quand on critique le fait qu'il n'y a pas assez de jours de course, on dit oui mais c'est déjà pas mal, ça va être bien pour les filles. Ouais, bon, les filles elles se disent les garçons ils font 3 semaines, nous les filles on fait qu'une semaine. Donc on n'est pas capable de faire 3 semaines. C'est ça aussi que ça met dans la tête des jeunes filles, enfin des filles qui ont peut-être 12-13 ans. Et tant que il n'y aura pas minimum 15 jours de course, je demande même pas 3 semaines, je demande 15 jours. Tant qu'il n'y aura pas 15 jours, le Tour de France féminin, ça sera considéré comme un sous-Tour de France. Voilà. C'est simple, dans la tête de beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait... Un Tour de France, c'est de l'endurance. Je suis désolé. C'est aussi un passage dans un massif montagneux, soit les Alpes, soit les Pyrénées. Si on n'a pas les Alpes ou les Pyrénées, pour moi, c'est pas un vrai Tour de France non plus. On a vu une belle course, mais c'était pas le Tour de France. Et, autre truc qui m'a énervé, Marion Rousse m'a énervé pendant ce Tour de France féminin. Parce que, pendant une semaine, en fait, c'est Christian Prudhomme qui prenait les décisions. Alors, soit elle servait que de plante verte, et c'est Christian Prudhomme qui faisait tout, et elle, on l'a juste mis pour avoir une fille directrice de course, parce qu'on se dit, bah, celui c'est le mec qui fait directeur de course, on va s'en prendre plein la gueule. Ou soit, bah, on fait encore pas confiance aux femmes pour diriger une course de cycliste, c'est pour ça qu'on a laissé Christian Prudhomme chapeauter Marion Rousse. Mais, dans un cas comme dans l'autre, c'est très énervant pour moi. On passe tout de suite au numéro 4. Numéro 4, l'attitude de B&B Hotel pendant la saison. Je crois que B&B Hotel a tout fait pour... je crois que c'est l'équipe la plus antipathique de la saison. Je crois que... Enfin, depuis longtemps, hein, c'est quand même une équipe qui est antipathique, mais 2022, ils ont atteint un stade vraiment élevé. Un niveau très important. Je crois qu'on a rarement eu une équipe aussi peu appréciée dans son pays d'origine. C'est fou, B&B Hotel, c'est que cette équipe, il y a beaucoup de gens qui la détestent. Quand tu regardes sur Twitter, c'est vrai que sur Twitter, les gens détestent très vite. Mais que ça soit sur Twitter, quand on entend parler des gens, quand je vois les commentaires sous mes vidéos aussi, cette équipe est détestée. Moi, très clairement, je vais vous le dire, que Cavendish rejoigne cette équipe, comme ça fait partie des grosses rumeurs, bah ça m'emmerde un petit peu. Tu vois, que si Cavendish finit sa carrière chez B&B Hotel, ça me fait un peu chier. Tu vois, j'aurais préféré qu'il finisse chez EF, qu'il finisse, je sais pas moi, même chez Arkea, même chez Cofidis, tu vois, ça m'aurait vraiment fait chier. S'il finit chez B&B Hotel, ça m'emmerde grave. Pourquoi ? Déjà parce que il y a Jérôme Pinault. Jérôme Pinault et alors c'est Cédric Vasseur mais plus j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'il se prend pour le roi du monde, Jérôme Pinault. Jérôme Pinault est dans une réalité parallèle où il croit que la B&B Hotel est la Sky. Parce que pour traiter les journalistes de cette manière, c'est-à-dire en leur demandant grosso modo des demandes d'autorisation d'interview, je crois que, à part la Sky, et la Sky de la mauvaise époque, hein, de l'époque Brayford, Froome, de l'époque dégueulasse, hein, de 2013, 2015, de cette époque-là, même pas l'époque Bernal et Geraint Thomas. Je crois qu'il faut remonter à ce niveau-là. Sauf que, à la différence de la Sky, qui avait quand même des coureurs de qualité, et qui est une équipe qui a été très longtemps antipathique, hein, la Sky, qui n'était pas appréciée des gens, toi, tu n'as même pas ces coureurs-là. T'as pas Chris Froome. Enfin, t'as pas un coureur comme Chris Froome. T'as pas Egan Bernal. T'as pas Pogacar. T'as pas Van Aert dans ton effectif. T'as Pierre Rolland. T'as Cyril Gauthier. Axel Laurence. On a tout en dessous quand même. Donc, un peu de modestie. Tu redescends un petit peu sur terre. Et puis, tu réponds aux interviews comme tout le monde. Puis t'arrêtes de faire chier le monde. Tout simplement. J'ai l'impression que Jérôme Pinault, quand même un mec qui est très surprenant. Jérôme Pinault, quand
Quand tout va bien, il répond à la presse sans aucun problème. Regardez avec la chaîne L'équipe, sur l'Accro Race, ça se passait bien sur l'Accro Race. Tous les jours, il était en duplex depuis son bureau. Dingue. Par contre, quand ça se passe pas bien, comme le début de saison, il est où Jérôme? GG? GG, où es-tu? On t'a perdu Jérôme. Ah, il est parti en Alaska, c'est pour. C'était ça quand même. Parce que... et puis, certes, le début de saison est catastrophique. Bon. Mais, encore une fois, les ambitions de Jérôme Pinault pour son effectif étaient énormes. Enfin, excuse-moi, mais quant à cet effectif-là, les ambitions qu'avait Jérôme Pinault, elles n'étaient pas cohérentes avec la qualité de l'effectif. Enfin, il y a un moment, ça collait pas, quoi. Et puis, il y a eu... Enfin, là, ça continue encore du côté de BNB Hotel, mais c'est vrai que le début de saison, il est catastrophique. Et tu te permets de parler aux journalistes comme ça. Redescendre un étage, Coco. Et surtout, son interview, c'était au Télégramme ou à Ouest France, je ne sais plus. Vous vous souvenez, c'est une interview au mois d'avril, au mois de mai, où il dit si je pouvais racheter les contrats de certains coureurs, je le ferais parce qu'ils sont pas au niveau. Enfin, il y a un moment, c'est toi qui les as recrutés, ces coureurs-là. Donc, c'est toi qui devais savoir si ces mecs-là, c'était des bosseurs ou c'était pas des bosseurs. Jérôme Pinault, pendant toute l'année, il a tout mis sur le dos des coureurs. Lui, son staff, on fait aucune erreur. On donne tout à nos coureurs. S'ils n'ont pas de résultats, c'est qu'ils ne travaillent pas assez. Alors que, excuse-moi, mais l'effectif au niveau du staff technique de BNB Hotel, la plupart des mecs, ils ont été virés de nombreuses équipes. On parle de Didier Rousse, Robcar, ils n'étaient pas tristes en perdant Didier Rousse. Hein. Ils n'ont pas pleuré. Jimmy Engoulevent, quand ils l'ont perdu, ils n'ont pas pleuré non plus. Et je pense que Total Energy a des meilleurs résultats depuis que ces deux-là se sont barrés qu'avant. Quand Didier Rousse était à la Cofidis, voilà, je pense qu'aujourd'hui Cofidis a des bien meilleurs résultats qu'à l'époque de Didier Rousse. Et là, on est sur les têtes d'affiche du staff de l'équipe. Enfin, la plupart des mecs qui sont dans le staff, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Et pour moi, les résultats de cette année, ils étaient pas bons. Mais c'est pas comme si les résultats 2018, 2019, 2020, 2021, ils étaient sensationnels. Enfin, les mecs, ils ont dû gagner 3 Coupes de France en 5 ans. C'est à ce niveau-là, quand même, BNB Hotel. C'était une équipe quand même de 2e division. On parle d'une équipe Pro Team. Elle a 10 points d'avance sur la première équipe de 3e division au classement de la Coupe de France par équipe. Qui est une Atlantique. Entre le budget de une Atlantique et le budget de BNB Hotel, il y a un monde d'écart quand même. Hein. Et cette attitude avec les journalistes, et cette attitude à dire avec les coureurs, l'attitude complète BNB Hotel. Et puis je poursuis avec ce partenariat avec la ville de Paris, en nous faisant croire que la ville de Paris, c'est une ville qui rayonne dans le monde entier, qui est appréciée dans le monde entier, ça va nous permettre de trouver des sponsors. Tellement apprécié, je pense que Paris n'a jamais été autant détesté que depuis 5-6 ans. Avec Anne Hidalgo, avec plein de problèmes autres. Que tu dises, je m'allie avec la ville de Paris parce que c'est une ville qui maintenant promeut le cyclisme, enfin le vélo, j'aurais dit oui. Ah, parce que c'est vrai que Paris maintenant, t'as les quais de Seine, t'as la moitié de Paris, tu peux le faire plus qu'à vélo. C'est priorité aux cyclistes dans Paris presque maintenant. Mais tu ne dis pas, à cause du rayonnement international, qui va nous permettre de trouver des sponsors. Ils trouvent tellement de sponsors que normalement, ils devaient faire des annonces mi-septembre. Pour l'année prochaine, il n'y a toujours rien aujourd'hui. On nous dit qu'il y aurait un partenariat avec Amazon France. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, on le voit pas trop venir. Ce partenariat avec Amazon France. Alors on nous dit que ça serait la veille maintenant de la présentation du Tour de France. Donc où il y aurait cette annonce. Je rappelle que j'enregistre le 21 octobre
Donc il se peut que au moment où sera diffusée la vidéo, des choses aient été annoncées. Mais quand même, là, il y a 3 jours, l'UCI annonce les équipes qu'on fournit les papiers pour l'inscription l'année prochaine en World Tour et en Pro Series. Il y a une équipe qui manque, enfin il y a 2 équipes qui manquent, je crois, principalement. Il y a Androni, mais Androni a des gros problèmes avec son co-sponsor Drew Nooper. Il faut qu'il trouve un nouveau co-sponsor et on va voir ce que ça va donner. Et BNB Hotel, qui n'ont pas fourni les documents. Et c'est même pas, il manque quelques documents, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas les documents. Alors BNB Hotel a dit, nous sommes au regret d'avoir ça, nous sommes en train de changer le statut juridique de l'entreprise. Le statut juridique de l'entreprise, ils ne pouvaient pas le faire avant. Enfin, ils ne pouvaient pas le faire au mois de juillet déjà, de préparer toute la paperasse. Ça fait quand même hyper amateur. Et quand Jérôme Pinault ne critique jamais les équipes à part les coureurs, je trouve que c'est un peu fort de café quand même, quoi. Quand tu vois le nombre d'erreurs que fait cette équipe. Nous attaquons le podium des choses les plus énervantes de la saison. Et je commence avec Juan Sebastián Molano. Pourquoi Juan Sebastián Molano? Eh ben, on parlait en tout début de vidéo du 2 poids 2 mesures sur la Bretagne classique. Ça marche aussi avec les coureurs. Comment ça se fait qu'un Molano n'ait pas été suspendu cette année au regard de son attitude, notamment avec Hugo Page, qui ce jour-là, Hugo Page a fait preuve d'une énorme maturité, qui n'a pas répondu, qui n'a rien, tu vois, qui est resté très calme, à 21 ans hein, quand même. Et ça m'avait impressionné, j'en avais parlé, c'était pendant le Dauphiné. Dauphiné, Tour de Suisse, je ne sais plus. Non, c'était le Dauphiné. Mais comment un mec qui a fait ça, c'est-à-dire se castagner avec un autre coureur dans le peloton, se fait disqualifier d'une course, et pas de suspension. Alors que, encore une fois, je dis toujours, Nasser Boigny, il fait un quart de ça, suspendu 6 mois. Il y a quand même un peu, on a l'impression dans beaucoup de situations au niveau de l'UCI que c'est un petit peu à la tête du client, qui a vraiment du 2 poids 2 mesures du côté de l'UCI. Un Molano, pour moi, il a nuit à l'image du cyclisme, autant qu'un Nasser Boigny, quand il se déporte, c'était à Cholet-Pays de la Loire, et qui renverse, qui fait tomber, presque tomber les Wissasquet. Je sais plus, c'était un Britannique de Groupama. C'est pareil pour moi. Tu nuis autant à l'image du cyclisme dans un cas comme dans l'autre. Boigny, il se tape 3 mois de suspension. Molano, il doit se taper la même chose. Tu rajoutes à ça en plus des circonstances aggravantes. Son attitude dans beaucoup de sprints, où il a gagné des belles étapes, Molano. Et je dis, pour moi, c'est un très bon sprinter. Mais la prise de risque, les coups de coude dans tous les sens, ces changements de direction incessants, énormément de choses qui font que c'est un coureur qui est dangereux dans les sprints. C'est un coureur dangereux, on est tous d'accord là-dessus, hein. C'est pas le coureur le plus safe sur un sprint. Alors, quand il est fort, il est capable de faire des très beaux sprints, notamment la dernière étape sur la Vuelta, mais c'est un mec qui a des très grandes qualités physiques, mais dans sa tête, tout tourne pas rond. Et je trouve que d'un côté, vous avez Nasser Boigny qui se fait défoncer par l'UCI très souvent. Chacun de ces sprints, on a l'impression que le juge vidéo décortique tous les sprints de Nasser Boigny au centimètre près, et dès qu'il fait un écart de 2 mm, ça y est, il est disqualifié. Alors que de l'autre côté, Molano qui se cassagne avec un autre coureur. J'ai l'impression que lui, on a l'impression qu'il est blanc comme neige. Je trouve ça assez inadmissible de la part de l'UCI. Et j'aimerais qu'un jour, il y ait un règlement clair sur ces points-là, où on est un petit peu dans une zone d'ombre et qu'il n'y a pas de cohérence sur les décisions. Je parle souvent de la cohérence dans les décisions de la FIA, notamment dans les sports mécaniques. Sur le cas Molano, je trouve qu'il y a eu un très gros manque de cohérence par rapport à des décisions précédentes. On passe tout de suite à la 2e place du podium. La médaille d'argent des moments les plus énervants de la saison, le réalisateur du Tour de France. Ouais. Alors, il y a eu réalisateur du Tour de France, on aurait pu dire également réalisateur des championnats du monde, réalisateur de nombreuses courses de cyclisme. Mais on a atteint presque le climax au moment du Tour de France, parce que sur le Tour de France, le réalisateur a raté des moments de course. C'était mal filmé, déjà on est tous d'accord là-dessus.
Ils ont tenté des choses en réalisation, mais qui étaient stupides. Et en plus, c'était pas la première fois qu'ils faisaient le Tour de France. Donc normalement, c'est des trucs que tu tentes la première année, pas la deuxième année. Et surtout, par exemple, les plans sur-resserrés sur certains coureurs, sur la super planche des belles filles notamment, ce qui ne permettait pas de savoir quels étaient les écarts. Sur la super planche des belles filles, en plus, les motos sont quasiment à l'arrêt. C'est-à-dire que la montée, comme on a énormément de pourcentage, on est à 10 km/h, 12 km/h. C'est déjà compliqué de tenir à l'équilibre un vélo à 12-13 km/h. Imaginez avec une moto. C'est encore plus compliqué. Et surtout, ce sont des motos qui sont surchargées à l'arrière avec les caméramans. Je rappelle que le caméraman, en plus, il est debout sur des cale-pieds. Il n'est pas assis, il est debout sur les cale-pieds. Forcément, on a eu le gerbotron à ce moment-là. Pour ceux qui ont la référence avec Cadet Olivier, le gerbotron. Mais on a raté des moments de course. Je pense notamment, on n'a jamais su ce qui s'était passé avec Ben O'Connor. Alors on va me dire, c'est l'étape des pavés. C'est vrai que sur Paris-Roubaix, on rate toujours des petits trucs de course. Oui, je le conçois vraiment beaucoup sur Paris-Roubaix parce que on a 55 km de pavés, parce que on a un peloton d'une très belle densité, normalement. Là, on est sur une course où il y avait déjà des écarts entre de nombreux coureurs. Et Ben O'Connor, qui doit être sur le bord de la route quand il a son problème, il doit être tombé. Tu dois avoir le vélo, tu dois être tombé. Enfin voilà, vu le problème qu'il a eu au genou après derrière, c'est pas juste... j'ai tapé le genou avec le guidon, quoi. C'était un truc plus grave, il est tombé. Ben O'Connor, on n'a jamais vu ce qui s'est passé avec Ben O'Connor. Alors encore, bon... Mais déjà, ça m'a fait chier, mais bon, on va dire, c'est l'étape des pavés. Par contre, Pogačar sur l'étape de Calais, c'est pas normal. C'est pas normal que sur l'étape de Calais, c'était donc le Cap Blandé, Griné, je ne sais jamais, je confonds toujours les deux. On n'a jamais su pourquoi Pogačar n'était pas dans la route Vingegaard ce jour-là. Pourquoi ? Parce que je l'avais dit lors de la présentation, la traversée de cette commune est assez technique, avant la côte. Et notamment, vous avez un virage sur la gauche, parce que je connais très bien le coin, j'y étais en vacances, et vous avez un mur côté droit. Et je pense que Pogačar s'est retrouvé le long du mur et qu'il n'a rien pu faire et qu'il a perdu des places, qu'il a peut-être même dû poser le pied à terre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il n'était pas dans la route Vingegaard. Sauf que ça, c'est une supposition de ma part. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, vu que je n'ai pas eu les images. Je ne parle même pas des nombreux doubles écrans que nous n'avons pas eu. Ça a été toute la saison. J'ai demandé des jours et des jours le double screen que j'ai eu à Paris-Bourges, par exemple. C'est pas un truc technique. Pour tout vous dire, la réalisation de Paris-Bourges, qui était pourtant composée de 2 motos, c'était ça la réalisation de Paris-Bourges. On avait des écrans splittés. Paris-Bourges, pour 2500 personnes en Facebook Live. Sur le Tour de France, t'es pas foutu de faire un écran splitté. Ça, c'est extraordinaire. Au championnat du monde, là aussi extraordinaire, au championnat du monde, par exemple. Alors déjà au championnat du monde, ça a été la carte au trésor quand même. Je sais pas si l'Office du tourisme d'Australie ou de cette région-là de Sydney avait payé très cher, mais en plan de coupe, quand on nous montre des images de Sydney, c'est comme si tu faisais les championnats du monde à Paris, enfin les Jeux Olympiques à Paris, et qu'on te montre des plans de coupe d'Orléans, qui est 90 bornes. Voilà, l'intérêt c'est zéro. On nous a montré, alors la piscine de Wollongong, qu'est-ce qu'on l'a vu, la piscine de Wollongong, le parc d'attractions de Wollongong, le temple bouddhiste de Wollongong. Parce que j'ai vu tellement de choses de Wollongong que je peux vous situer maintenant toute la ville de Wollongong. Mais on a eu ces plans de coupe à des moments cruciaux de la course. À des moments, il y avait plus de plans de coupe que de plans de la course. Et en plus, c'était les 10 mêmes monuments qui passaient en boucle. C'était déjà le cas en plus l'année dernière à Anvers. Tu fais l'erreur une fois, tu fais pas l'erreur 2 fois. Et on parle de Jean-Maurice Sorgue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est lui qui a réalisé le Tour de France il y a encore 2 ans, avant le nouveau réalisateur du Tour de France. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en plus c'est lui qui commence à Imola. La première fois où il a fait des championnats du monde, Jean-Maurice Sorgue, c'est Imola. Imola, c'est très bien filmé, pour ceux qui se souviennent, il y a ce fameux
Travelling avec Julien Lafilippe, il l'a fait aussi avec, c'était Van Vleuten, je crois, je ne sais plus. C'était avec une néerlandaise aussi dans la course féminine, où il avait fait ce travelling en haut de la côte là, qui était exceptionnel. Là, les plans de caméra étaient moches, on a eu des plans de coupe, les 10 mêmes plans de coupe tout le temps. Encore une fois, le problème d'écran splitté. Les motos en plus magnifiques, les motos qui ont participé à la réunion du groupe Lutsenko et à la deuxième place de Christophe Laporte en passant, et des écarts, on ne comprenait pas ce qui se passait. C'est-à-dire que les écarts, on ne les voyait pas. Le final, on ne comprend pas ce qui se passe dans le final. D'un coup, on a Skelmose qui arrête de rouler, bam! Derrière, on a Christophe Laporte qui lance ce sprint. C'est quasiment ça. Parce qu'on n'avait pas les écarts, on ne voyait pas les écarts. Et je pense à la réalisation. Pour dire, cette année, la réalisation presque que j'ai préférée, parce que normalement c'est tellement catastrophique, cette année c'était un peu moins catastrophique que d'habitude, c'est la réalisation du Giro. Mais pour j'en arrive à dire que la réalisation du Giro a presque été la réalisation la meilleure de la saison, c'est que ça a été catastrophique. Et c'est terrible. Quand on voit par exemple ce que fait aujourd'hui la Formule 1, ce que fait la moto, alors la moto là on est encore mieux que la Formule 1, notamment avec la shoulder cam, ça c'est exceptionnel. Pour ceux qui n'ont jamais vu un Grand Prix de moto cette année, je vous invite vraiment à regarder la moto. La shoulder cam, c'est assez exceptionnel. C'est une petite caméra qui est passée dans l'épaule, donc dans la combinaison du pilote, et vous avez l'impression d'être vraiment sur la moto. C'est extraordinaire. On pourrait mettre ça pour les coureurs, hein, parce que c'est une caméra vraiment miniature dans la tenue. On pourrait mettre ça sur 4-5 coureurs. Quand on voit, par exemple, en Formule 1, maintenant, vous avez parfois le petit écran en bas. Je ne sais pas si vous avez vu, plusieurs fois, vous avez un petit écran qui vous montre, tiens, la bagarre en milieu de peloton. Ça, c'est fantastique aussi, c'est super. Quand on voit même l'infographie, tous les synthés, tous les éléments qu'on nous montre à l'écran, rien que la radio en Formule 1, on sait ce qui se passe au niveau des pilotes. On l'a vu sur le Tour de France féminin. Mais ça serait bien de l'avoir également sur le Tour de France masculin, avec des caméras dans les voitures. Ça serait bien aussi de voir les caméras dans les voitures, ce qui se passe dans les voitures. La shoulder cam, et même travailler sur les plans de caméra. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fois, les plans de caméra sont dégueulasses. Mais déjà, l'écran splitté, bordel. C'est un truc qu'on faisait il y a 15 ans. Je demande pas un truc exceptionnel, quoi. Hein. En plus, c'est facile à faire. Donc vraiment, j'ai trouvé la réalisation cette année catastrophique et ça m'a énervé plus d'une fois. Je pense notamment au championnat du monde aussi, quand on nous montre... alors vous avez Remco Evenepoel qui arrive, qui passe la ligne d'arrivée, et on nous montre pendant, je sais pas, 1 minute, Remco Evenepoel, qui est donc dans la zone d'arrivée. Il n'y a pas vraiment d'effusion de joie, il n'y a pas de pleurs, il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là. Et on aurait pu nous le montrer... Encore une fois, écran splitté. Pourquoi on ne nous le montre pas en écran splitté? Enfin, c'est extraordinaire. Et je parle même pas de la réalisation aussi. Parce que j'ai vu il y a quelques jours du Tour du Langkawi. Hein. On ne sait même pas qui a gagné le sprint. Parce que la caméra, ils n'ont pas mis la bonne caméra pour savoir qui a gagné le sprint. Enfin, c'est ridicule, quoi. Il y a un moment, c'est ridicule. Quand tu vois qu'une course comme Paris-Bourges, alors je ne veux pas dire que c'était mieux réalisé que le Tour de France, mais... ils ont fait du meilleur boulot, je trouve, avec des moyens qui n'étaient pas énormes. Et des conditions qui n'étaient pas faciles, parce qu'ils utilisaient des boîtiers 4G. Dans un coin, on ne capte pas la 4G. C'est chez moi. Ah, on ne capte pas la 4G chez moi. On n'a pas d'internet. C'est l'enfer. Le centre de la France, le Sancerrois. Donc, carrément, voilà, on aurait pu faire beaucoup mieux. Avant de passer au numéro 1, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, et puis à aller regarder les vidéos sur la chaîne, notamment de l'Amérique Production, voir les dernières vidéos qui sont sorties, parce que des fois YouTube fait des petites feintes avec la petite cloche. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, alors ça c'est plutôt à écouter également, lien dans la description. Avant d'attaquer le numéro 1, nous allons passer à quelques mentions déshonorables. Dans les mentions déshonorables, je commence avec le Tour de Suisse. Je trouve que le Tour de Suisse avec la Covid, on a frôlé le ridicule sur le Tour de Suisse.
notamment avec ces cas Covid où par exemple Vlasov gagne étape, le lendemain il est mis hors course parce qu'il a la Covid. Je vais être méchant, mais Nelson Poles qui finit 4e de la course. Bon, on voit bien qu'il y a un problème. Le fait qu'on ait donné la totalité des points UCI sur cette course-là, alors que il y a quand même beaucoup de gens qui ont été mis hors course à cause de la Covid, donc pas de leur plein gré, moi ça m'a posé un petit problème. Je vais pas vous mentir, ça m'a posé un petit problème, mais surtout le ridicule parce que on a des équipes qui n'ont pas fait le taf pendant quelques mois en se disant ça y est c'est fini la Covid, allez on arrête les gestes barrières. Et où on a failli réavoir une épidémie avant le Tour de France qui a eu quand même des conséquences avec certains coureurs qui n'ont pas pu prendre le départ. Mais c'est vrai que le Tour de Suisse avec la Covid, enfin vraiment tous les jours il y avait 10-15 coureurs. À partir du moment où Vlasov a été mis hors course, tous les jours il y en avait une quinzaine. Voilà, c'était comme ça. Donc on est passé pas loin du ridicule. Les points UCI, alors pas l'idée, encore une fois, du système de descente-montée, parce que pour moi c'était le principe du Pro Tour en 2005 qu'on n'a quasiment jamais appliqué, et je trouve ça bien qu'on l'applique, qu'on mette en place un critère sportif et pas seulement un critère économique pour rester en première division. Ce qui m'a posé un problème, c'est le barème de points. Le barème de points que j'ai trouvé déséquilibré. Alors, les Coupes de Belgique et les Coupes de France ont été extrêmement contentes, ou même les courses comme Paris-Chauny ont été extrêmement contentes d'avoir de telles listes de départ, mais ce n'est pas normal que les classiques soient autant favorisés par rapport aux courses par étapes. C'est-à-dire que le Tour de Vendée, c'est plus de points qu'une victoire d'étape sur le Tour de France. C'est plus compliqué pour moi et c'est plus prestigieux de gagner une victoire d'étape sur le Tour de France que de remporter le Tour de Vendée. Même si gagner le Tour de Vendée, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même plus prestigieux. On a un vrai problème d'équilibre de points. Et là, je parle d'une épreuve World Tour. C'est-à-dire qu'entre une course par étape, on va dire du niveau du Tour de Vendée, je pense notamment à la Croix Race, une victoire d'étape sur la Croix Race, ça doit être 20 points pour le vainqueur. Et il n'y a que le vainqueur qui prend des points. Par rapport à un Tour de Vendée, là aussi il y a un problème, quoi. Alors c'est bien le classement général, mais il n'y a pas que le classement général sur un tour. Vous voyez par exemple le classement de la montagne, le classement du maillot vert, à part sur le Tour de France, enfin sur les 3 grands tours, sinon ça n'apporte 0 point, ces classements-là. Je trouve ça un peu triste. Porter le maillot de leader, à part sur le Tour de France, et sur la Volta, enfin sur les 3 grands tours, dans beaucoup de courses, ça n'apporte aucun point. Je trouve qu'il faut rééquilibrer le système des points UCI. Je trouve par exemple que donner des points à un champion du monde, ça me pose problème. Ça me pose problème que ça donne des points également au niveau du classement par équipe. Parce que c'est une équipe nationale. C'est pas l'équipe de marque qui te permet d'être champion du monde. C'est le travail du sélectionneur en plus. C'est même pas le travail de ton manager sportif. Donc pour moi, ça ne devrait pas apporter des points à l'équipe. Que ça apporte des points aux coureurs, au classement UCI individuel, je dis pourquoi pas. Mais pas au classement par équipe. Que le Giro soit inférieur en termes de points que le Tour de France, je ne trouve pas ça normal. Que le Giro et la Volta soient au même niveau, pour moi, c'est pas normal. Il y a des classiques également. Qu'un dit Dauphiné soit au même niveau qu'un Paris-Nice, pour moi, c'est pas normal. Parce que ces dernières années, le Dauphiné, la liste de départ a été catastrophique. Qu'un Tour de Romandie marque autant de points, alors que c'est une course aujourd'hui, la liste de départ est catastrophique. Le Tour de Romandie chaque année, enfin, ça reste en World Tour, ça pourrait être une Pro Series, ça ne me choquerait pas. Enfin voilà, il faut rééquilibrer les points UCI parce que je trouve que ça a posé problème. Et puis je vais terminer avec 2 choses. Tout d'abord les watts. En fait, les gens qui ne se concentrent que sur les watts. C'est-à-dire qu'ils sont omnubilés par les watts. Omnubilés par le truc. Oh là là, le mec il est forcément dopé parce qu'il a développé 800 watts. Alors déjà, je pense que les 3/4 des gens qui regardent que les watts, ils n'ont jamais fait de cours de physiologie du sport. Voilà. Donc déjà, faites des cours de physiologie du sport, j'en ai fait, je peux vous le dire, à un niveau très faible. J'ai pas fait, comment ça s'appelle, STAPS, mais en fait pendant mes études de fac, j'ai fait des cours de volley. Et pour valider mon cours de volley, il fallait que je fasse des cours de physio du sport, qui avaient la magie d'être le mardi de 19h à 21h.
C'était sympathique. C'est-à-dire, je commençais ma journée à 8h, j'avais une journée complète. C'était sympathique. C'est cours de physio du sport, mais ça m'a appris pas mal de choses. Et ça m'a appris notamment que les watts, il faut s'en méfier. Et que les watts, il faut savoir les lire correctement. Par exemple, regardez un pic. Donc oui, vous pouvez faire un pic à 800 watts. Un pic, c'est 1/10 de seconde. C'est 1 seconde, le pic à 800 watts. Il faut regarder la performance sur 5 minutes. Il faut regarder les watts par kilo. Entre moi qui fais 70 kg et un mec qui en fait 90, je développe moins de puissance. Même entre deux mecs qui font 70 kg, selon les fibres musculaires, selon que vous ayez développé vos fibres pour le sprint ou vos fibres pour l'endurance, vous n'allez pas avoir les mêmes valeurs en watts. Les watts, ça dépend d'énormément de paramètres et en plus, il faut prendre en compte que les watts, selon les capteurs de puissance, vous avez des marges d'erreur plus ou moins grosses et qui ont tendance à être de moins en moins grosses aujourd'hui parce que le matériel a progressé. Mais il faut faire super gaffe, quoi. Quand des gens accusent certaines personnes de dopage juste avec les watts, sans regarder donc le braquet utilisé, la cadence de pédalage, le rythme cardiaque, en regardant pas la valeur sur 5 ou 20 minutes, en regardant juste le pic de puissance, en ne prenant pas en compte le poids, le gabarit et en ne connaissant pas les valeurs d'entraînement, les valeurs, on va dire, hors course, les valeurs habituelles ou les valeurs de début de saison ou les valeurs de la saison dernière, ça n'a aucun intérêt. C'est faire comme ça, à l'aveugle, moi je pense que Coco est dopé, non, lui il a une bonne tête, alors moi je dirais qu'il n'est pas dopé. C'est faire ça. Donc vous ne le faites pas, donc ne vous concentrez pas sur les watts. Et puis, je vais finir avec des fanboys. Or, pas de mon expérience personnelle des fanboys, parce que j'en ai pas trop eu encore, et j'ai pas eu trop de haters sur la chaîne. Il y a eu la petite phase Remco Evenepoel, mais ça va, je m'en suis remis. Mais les fanboys dans le cyclisme, où j'ai pas envie que ça se transforme comme la Formule 1, où vous avez des mecs qui s'affrontent pour des conneries. Et je vois ça de plus en plus dans le cas du cyclisme et ça me fait un petit peu peur, surtout avec l'arrivée de la série de Netflix, le Drive to Survive du cyclisme. Parce que ce qu'on a en Formule 1 avec les « t'as critiqué Verstappen, t'as critiqué Hamilton », on ne s'en sort pas. Et surtout, on n'avance pas. Et avec les gens qui n'ont aucune culture de la Formule 1, ça c'est... Il y a des gens que je vois parler sur Twitter, ils ont dû regarder une saison de Formule 1 dans leur vie. Ouf, ça m'énerve. Quand vous regardez un sport, et avant d'en parler, apprenez l'histoire de ce sport, ça vous permettra d'éviter de dire des conneries. Et sur les fanboys, j'ai peur qu'on soit sur des luttes entre c'est Bernal le plus fort, non, c'est Remco Evenepoel, non, c'est Pogacar, non, c'est Van Aert, et qu'on ne s'en sorte pas avec ces bagarres de terrain. Est-ce qu'on pourrait pas juste apprécier ce qu'on voit à l'écran? Ça serait peut-être pas mal de temps en temps. Mais aussi, ce que je voudrais apporter, c'est que ça m'énerve aussi les fanboys, parce que ça montre qu'il n'y a plus de nuances aujourd'hui. Alors, il n'y a plus de nuances sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, par exemple, j'ai quand même dû expliquer cette année. Je pensais pas être obligé de l'expliquer en 2022. Je pensais que c'était compréhensible. Ça fait depuis 3 ans qu'on a le même format de vidéo. Enfin, que quand je dis qu'un coureur est bonnet d'âne, je ne parle pas de l'ensemble de sa carrière et que je parle de sa performance du jour et que c'est un avis personnel. Donc un avis personnel, je peux me planter et je le dis assez souvent quand je me plante, notamment avec Remco Evenepoel, je l'ai dit. Et avec d'autres coureurs, parce que je me suis planté plusieurs fois aussi avec d'autres coureurs dans ma vie et sur les vidéos YouTube déjà depuis le départ. Et j'aimerais juste que qu'il y ait un peu de nuance. C'est-à-dire que quand je dis qu'un mec est bonnet d'âne, ça ne veut pas dire premièrement que j'aime pas le coureur, ça ne veut pas dire deuxièmement que je considère que sa carrière est un échec monumental, ça veut dire juste que ce jour-là, je l'ai trouvé moins bon. Et je l'ai trouvé parfois moins bon que d'habitude, ou j'ai des doutes par rapport au jour suivant. Ce qui était le cas avec Remco Evenepoel. Quand j'ai dit bonnet d'âne Remco Evenepoel, c'est pas parce que je n'aime pas Remco Evenepoel, c'est pas parce que j'apprécie même plutôt le coureur, parce que je trouve qu'il parle bien, je trouve que bon voilà, il apporte quelque chose dans le cyclisme. Je préfère par exemple Remco Evenepoel à Mathieu Van Der Poel, si vous voulez ça, je vous donne mon avis personnel.
Mais surtout, quand je dis qu'un mec est bonnet d'âne, c'est sur la journée. Bah, vraiment, on redescend d'un étage, quoi. Et ça veut pas dire que je considère que le mec est une tanche. Et ça veut pas dire non plus que j'ai pas de respect pour le coureur. J'ai un respect énorme pour les mecs qui font du cyclisme. Parce que je sais que c'est un sport qui est extrêmement difficile. C'est un sport qui est moins médiatisé que le football. C'est un sport où il y a beaucoup de mecs qui gagnent pas des milliers et des cents dans le monde du cyclisme. Et j'ai énormément de respect pour les mecs qui font du cyclisme parce que c'est un sport qui est extrêmement difficile. Et de toute manière, si j'avais pas de respect, je pense pas que j'en parlerais sur YouTube et que je regarderais 115, 130 courses, jours de course par an. Donc voilà, on redescend d'un étage et on se calme de temps en temps. Numéro 1, tout de suite. Roulement du tambour, le numéro 1, la sécurité. La sécurité, ça a été le truc dont on a parlé, je sais pas. J'avais dit, je pense que l'année prochaine, je vais faire un barème sécurité, ce qui m'a énervé, bon déjà, c'est que on a toujours les mêmes courses qui ont les mêmes problèmes de sécurité. Je pense notamment Turquie, Crores, course en Italie, pas mal, où on a ces problèmes de sécurité. Le Tour de Turquie, chaque année, il y a un Big One. Cette année, c'est tombé sur Boigny, mais chaque année, il y en a un. Crores, en réutilisant les mêmes parcours merdiques, ça fait 2 ans qu'on suit la Crores, 2 ans que je dis qu'il y a des problèmes de sécurité sur cette course. Et puis on a rajouté le Tour de Burgos avec le magnifique Dodane. J'ai envie de dire que sur les courses en Espagne, parfois il y a du bon et du moins bon. Voilà, ça dépend des organisateurs. Tirreno Adriatico, on a eu des finishes au niveau des sprints, mais catastrophiques au niveau de Tirreno. Les motos sur le Tour de France, pour moi, c'est de l'organisation qui doit gérer, qui doit déjà regarder que les pilotes de moto sont des pilotes d'expérience et bien formés. Et deuxièmement, qui doit dire que les motos ne doivent pas se trouver à cet endroit-là. Pour moi, c'est de l'organisation, c'est de la réussite de l'organisation. Puis énormément de problèmes de sécurité avec des barrières pas aux normes, ça on l'a vu 150 fois, des barrières avec les pieds qui dépassent. Le Muster non Giro, le Tour du Münster en Allemagne, le circuit final catastrophique aussi, parce que là je cite un autre pays. Pourtant c'est pas compliqué de faire des parcours sécurisés, je pense notamment le Grand Prix de Québec, Grand Prix de Montréal. Bon niveau d'organisation, bon niveau de sécurité. Je pense le Paris-Bourges. Et pourtant, Paris-Bourges, ce sont des bénévoles. C'est pas une organisation professionnelle, Paris-Bourges. Mais quand vous regardez l'état des routes, déjà que nous avons, les traversées de villages, notamment au niveau des caves qui sont merdiques, et le final du parcours, c'est pas facile de réussir à amener un bon niveau de sécurité. Mais même des courses en France, cette année, ont eu des soucis de sécurité. Je pense, rien que le Tour de Vendée, par exemple, je vous le dis, sur le Tour de Vendée, il y a un rétrécissement qui n'est pas indiqué dans le dernier kilomètre, c'est du n'importe quoi. Le Tour de France, la chute de Vlasov, excusez-moi, mais le terre-plein, il doit être indiqué avant le virage qu'il y a un terre-plein central. Il n'y a rien. Donc Vlasov, oui, c'est pas qu'il y a un terre-plein central, t'as la moitié du groupe qui sait pas qu'il y a un terre-plein central. On voit pas à travers les murs. Les coureurs ne voient pas encore à travers les murs. Voilà, vraiment, ce sont des mauvais. Mais oui, et puis le Dodane à Burgos qui a été une catastrophe. Même c'est le Tour du Pays Basque où toutes les descentes étaient merdiques sur le Tour du Pays Basque. Enfin voilà, je sais qu'il faut faire avec l'état du terrain. Mais on peut quand même se démerder pour éviter de passer à certains endroits quand c'est trop dangereux. Et se démerder aussi pour avoir un minimum de critères de sécurité et pour faire respecter les règles de l'UCI, nom de Dieu. L'UCI nous a fait chier il y a 2 ans au moment de la Covid en faisant une vidéo en disant faudra plus jeter les bidons. Et puis une vidéo où nous disait on va améliorer la sécurité des courses. Par exemple, les arches ne doivent plus empiéter sur la route. On a toujours des arches qui empiètent sur la route. On a toujours des barrières qui ont des pieds qui empiètent sur la route.
le Tour de Pologne est toujours aussi mal organisé. Voilà. Mais cette année, en plus des courses habituellement mal organisées, on en a des qui se sont rajoutées. Et ça, c'est pas normal. On a un niveau de sécurité qui, je trouve, baisse d'année en année. Alors, ça m'inquiète énormément. J'espère qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un blessé très grave. On en a déjà eu quand même quelques-uns cette année. Je pense à Milan Vader. Même Milan Vader, on ne sait pas ce qui s'est passé au moment de sa chute, vu qu'il était distancé. Donc, voilà, on va avoir de doutes. Mais par exemple, je pense sur le Tour de France féminin, la chute de Marta Cavalli sur le Tour de France féminin, les routes au Tour de Provins étaient beaucoup trop étroites. On ne pouvait pas faire, c'était pas des routes dignes d'un Tour de France, dignes d'une étape de sprint d'un Tour de France. Alors je sais bien qu'il y a eu des problèmes, le peloton était complètement désorganisé, c'était la foire d'empoigne, vous avez des filles qui ne maîtrisent pas complètement leur vélo parce qu'elles ne courent pas toute l'année dans des pelotons professionnels, parce que parfois elles font du triathlon, du biathlon, ou parfois elles sont sur des courses un peu plus amateurs avec un peloton qui est d'une moins grosse densité. Mais de toute manière, avec des routes aussi étroites autour de Provins, ça partait à la catastrophe. Et ça a été une catastrophe et une boucherie. On ne regarde pas du cyclisme pour que ça soit les jeux du cirque et qu'il y ait 4 morts par épreuve. Il y a un moment, il va falloir régler le problème. Mais, excusez-moi de vous le dire, c'est que je trouve ça très drôle qu'on fasse chier un organisateur comme sur la Bretagne classique et par contre que personne ne fasse grève ou parte avec... On peut faire grève en faisant par exemple je pars avec un quart d'heure de retard au départ de la course, j'emmerde tout le monde au moment du départ. Des mecs auraient pu faire grève le lendemain sur le Tour de Burgos après le Dodane. Trentin est énervé le jour même, c'est bien. Mais le lendemain, si tu as des mecs qui partent avec 15 minutes de retard, si l'année prochaine tu as des équipes qui disent moi je ne fais pas le Tour de Burgos, je décide, Quick-Step par exemple ne participe plus à Paris-Tour en disant oui le chemin de vigne ça n'a rien à voir avec Paris-Tour, d'accord, mais si Quick-Step ne participait pas chaque année au Tour de Turquie, peut-être que les organisateurs du Tour de Turquie ils se feraient chier à faire ils travailleraient sur la sécurité. Chaque année, Patrick Lefebvre a dit sur le Tour de Turquie, oh là là, c'est dangereux, mais chaque année, il revient. Donc c'est sûr que c'est pas en faisant ça qu'on va avancer. Et je trouve que les équipes ne soutiennent pas assez les coureurs et que les coureurs entre eux ne s'entendent pas assez pour créer des mouvements collectifs pour améliorer la sécurité des coureurs. Alors j'espère que l'idée de Philippe Gilbert d'avoir des commissions indépendantes qui regardent toutes les arrivées de course et qui fassent une homologation des arrivées de course, j'espère que ça se fera. Parce que je trouve que ça serait quelque chose de nécessaire aujourd'hui dans le cyclisme, mais j'aimerais aussi que les équipes soutiennent les coureurs, parce que pour un directeur d'équipe, un Nasser Bouhanni par exemple, le cas Nasser Bouhanni, c'est 6 mois sans courir. Moi je suis patron d'Arkea, je suis Emmanuel Hubert, je paye 6 mois un coureur pour rien. Super. Le sponsor est content aussi, en passant. C'est peut-être aussi au sponsor à un moment de mettre la pression en disant si ça continue à être le bordel sur les 3 quarts des courses du calendrier, hop, fin de l'année, je retire mes billes. Et à un moment, parce que là, la manière dont ça se passe aujourd'hui, ça ne changera pas. Et c'est ça qui m'inquiète énormément, que aujourd'hui, j'ai peur que la situation ne change pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle est très longue, mais je savais qu'elle serait longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je m'excuse si la qualité de la vidéo a un petit peu baissé en cours de vidéo, mais j'ai commencé, il était 17h, là il est 18h15, il fait quasiment nuit. Il y a peut-être un petit peu moins de lumière maintenant. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.